Bonjour à tous, bienvenue dans Les Doigts dans la Prise, votre rendez-vous sur la voiture électrique, la voiture autonome et les nouvelles mobilités, l'un des rares, très rares podcasts automobiles qui ne mettent jamais de super samplons dans leur Rice Krispies le matin. Ravi de vous retrouver, je suis Cédric Ingrand. Un épisode exceptionnel aujourd'hui, d'abord parce qu'ils le sont tous un peu, vu leur périodicité, mais surtout parce qu'il n'est pas enregistré en studio. Nous sommes aujourd'hui à Beaune, capitale des vins de Bourgogne, et surtout pour une journée épicentre du monde de la mobilité électrique en France. C'est ici que se déroule cette année, aujourd'hui, là, le Tesla Owners Day, qui rassemble les adhérents du Tesla Owners Club France, un club de propriétaires des voitures de la marque qui se rassemblent un jour par an, et c'est maintenant. Alors, tant qu'à aller à l'essentiel, je voulais d'abord évacuer les sujets qui fâchent. Vous êtes nombreux, très nombreux, à vous plaindre de la rareté des nouveaux épisodes de ce podcast. Les sifflets que vous venez d'entendre, ça devait être ça d'ailleurs. Vous me le dites en direct sur les réseaux sociaux. Certains vont même se plaindre auprès de certains de mes amis podcasteurs en disant « vous pourriez dire à Cédric de faire des épisodes plus réguliers ». À part vous présenter des excuses, je ne sais que faire. Je vais éviter de vous refaire des promesses d'ivrogne en disant « c'est terminé, maintenant ce sera tous les 15 jours ». Mais je peux vous promettre de faire un effort. À mes côtés, pour évoquer tout ce qu'on a vu ici aujourd'hui, et puis aussi tout le reste de tout le reste de l'actualité du moment, mon camarade Didier Pulicani de Mac Forever. Bonjour Didier. Mais salut mon petit Cédric. C'est toujours un plaisir de te retrouver dans ce genre d'événement. Mais de même, du coup c'était quand le dernier épisode ? C'était au dernier Tesla Owners Day ? Non, c'était cet été. Je le taquine un peu. C'était cet été, c'était un épisode enregistré à Montréal chez mon camarade Martin Archambault, qui fait un autre remarquable podcast qui s'appelle Silence on roule, que je vous recommande évidemment chaudement. On va passer ensemble, on va faire une revue de l'actualité du moment. Ce qui est bien, c'est que quand tu fais un épisode tous les 3 mois, t'as plein de choses à couvrir. Mais à tout seigneur, tout honneur, à nos côtés pour évoquer l'événement qui nous rassemble aujourd'hui, Fabien Sturny, bonjour. Salut Cédric, salut Didier. Bonjour Fabien, vous êtes donc le président du Tesla Owners Club France, c'est vous qui avez organisé cet événement. Et alors je disais, mais c'était un raccourci, je disais nous sommes à Beaune. En fait, on n'est pas vraiment à Beaune, d'abord nous sommes à Savigny-les-Beaunes, c'est pas pareil, nous sommes au château de Savigny-les-Beaunes, et il y a des raisons à cela. Ah oui, aujourd'hui on organise le Tesla Owner Day, troisième saison en tout cas. Tu as connu les 2 premiers. Ouais, la première c'était à Dijon, dans une sorte de garage à côté d'une piste d'un ex-aéroport, base militaire. C'est ça, c'était la B102. Ouais, une base aérienne. Et l'année dernière, c'était au Ladoux, sur les pistes d'essai de Michelin. Ça, c'était quand même hachement cool. C'était hachement cool, ouais. Comme tu dis, mais ouais, c'était vraiment très très bien. Voilà, donc pour la petite histoire, il fallait faire autre chose aujourd'hui. Et l'autre chose, c'est le château de Savigny. Alors, on est donc dans un château. Bon, jusque-là, on pourrait dire, ok, ils ont fait un événement dans un château, la belle affaire, avec un parc, c'était chouette. Ici, alors, il n'y a pas de circuit, là, pour le coup, mais il y a des choses que je n'avais jamais vues auparavant. C'est dommage, ça aurait été intéressant qu'on ait le propriétaire du château, parce que le garçon ou la dame, je ne sais pas, est probablement un peu fondu quand même. C'est-à-dire qu'en rentrant dans le parc, on commence par passer à côté d'une collection incroyable. J'avais jamais vu ça, d'avions de chasse. Alors là, je parle pas de voitures qui vont vite. Non, de vrais avions de chasse. Il y en avait, je sais pas, 30, 40, 50. Il y en a 100. Il y en a 100. Et alors que, voilà, on est au milieu de la Bourgogne, enfin, c'est pas... bon. Et il y a d'autres collections éparpillées un peu partout dans le parc. Il y a une collection de voitures Abarth. Oui, c'est la plus grande collection d'Abarth d'Europe, oui. Et il y a d'autres choses sur... Enfin, il aime les trucs à moteur dans l'ensemble. Oui, c'est vraiment un musée de la mobilité dans tous ses états. Il y a des tracteurs. Il y a des tracteurs vinicoles. Des voitures de pompiers. Musée aérospatial. Ouais. Des moteurs d'hélicoptères. Des 4000 maquettes. Des motos. Voilà, c'est vraiment de la mobilité dans ces états. Bon, du coup, c'est bien, parce que même pour les gens, par exemple, les conjoints, enfants de possesseurs de Tesla qui sont ici, si une fois qu'ils ont fait le tour d'une voiture qu'ils connaissaient déjà, ils peuvent au moins aller visiter des choses, c'est chouette. Je sais que je pose la question tous les ans, mais je vais la reposer. Pourquoi un événement comme ça ? Vous faites déjà des événements régionaux ou plus thématiques, etc. Pourquoi un événement, souvent d'ailleurs au milieu de la France, pour des raisons logistiques éminentes, pour arriver à tous se rassembler ? L'idée, c'est que, tu le sais, mais on va le refaire pour tous les nouveaux auditeurs. C'est que, en fait, on se croise pas. On est une association, on fait des événements dans toute la France, mais c'est des événements qui sont régionaux. Donc,
Voilà, le PACA va faire un événement sur le PACA, la Normandie sur la Normandie. Et du coup, il fallait qu'on fasse quelque chose une fois par an, et on va dire ça, faire la fête, et se voir tous ensemble, puisqu'on est quand même relativement nombreux, je parle dans le staff, et on ne se voit pas tous les jours. Voilà. Et puis aussi le nombre de membres, vous avez passé la barre des 1000 ? On a passé la barre des 1000, on est exactement aujourd'hui 1165 adhérents. Pas mal. Pas mal, mais ça n'évolue pas à la vitesse du nombre de possesseurs de Tesla en France. Non, parce qu'on reste une association comme un club de foot. À un moment donné, c'est pas parce que... on sent quand il y a, par exemple, la Coupe du Monde rugby, qu'il y a plus d'adhérents au rugby, mais c'est pas non plus, c'est pas non plus x10, quoi. D'accord. Alors, précision quand même, le club des propriétaires de Tesla n'est pas propriété de Tesla. Tout à fait. Ça reste une association indépendante. On est une association, on fait partie d'un programme qui s'appelle le TOC, Tesla Owner Club, et donc on en trouve dans chaque pays du monde. D'accord. Qu'est-ce qu'on vient découvrir ici, au-delà du plaisir de se retrouver ? Déjà... le plaisir de se retrouver, c'est vraiment, je pense, l'élément le plus important pour nous. Le deuxième événement, c'est aussi de pouvoir échanger avec les sponsors et les partenaires qui nous accompagnent toute l'année et de pouvoir présenter ce qu'ils font à tous les adhérents, puisque c'est pas toujours très clair. Et le but, on va dire, ultime de tout ça, c'est vraiment faire plaisir à nos adhérents. T'as quand même une belle exclue cette année. Tesla est venu avec un petit cadeau, quoi. Ils sont pas venus pour rien, les gens. Alors, ils sont pas venus avec le Cybertruck. Non, c'était pas le Cybertruck. Là, ça aurait été énorme. Mais ils sont venus avec ce qu'on va appeler le refresh de la Model 3, donc qui est le deuxième modèle le plus vendu de la gamme aujourd'hui, qui a longtemps été le premier, celui qu'on voit le plus couramment sur les routes aujourd'hui. Didier, qu'est-ce que tu as pensé de ce refresh ? Écoute, il y a du bon, et moi j'aime bien aussi regarder un petit peu le moins bon, tu vois. Donc il y a beaucoup de choses qui me plaisent. Moi je trouve que c'est un modèle qui monte en gamme, qui a un design un petit peu plus futuriste. Bon, évidemment, on voit tellement de Tesla qu'ils avaient besoin aussi de changer un petit peu l'apparence de la voiture. Oui, parce que le design de la Model 3 tel qu'on la connaît aujourd'hui, c'est peu ou prou. Il y a plein de choses qui ont évolué, mais pas de manière visible. Non, puis nous c'est 2019, mais les Américains c'est même encore avant. Ah ouais, bien sûr. Donc il était temps de changer un peu. Et puis je pense qu'ils avaient aussi assez de feedback pour arriver à faire évoluer certaines choses. Moi, pour tout dire, je suis venu ici avec mon fils de 10 ans. Pour lui, la chose la plus marquante, c'est l'arrivée d'un écran à l'arrière, évidemment. Parce que son papa n'avait pas d'iPad pour lui, qui regarde des dessins animés, c'est ça? Si, mais il le contrôlait plus. Moi, j'étais rassuré de voir en tant que parent qu'on peut quand même contrôler ce qui se passe sur l'écran arrière à partir de l'écran avant, mais c'est pas la seule nouveauté, Didier. Non, et la vraie nouveauté, c'est qu'il va pouvoir te changer toute la musique de la voiture, lui, depuis son petit siège auto. Voilà. Quel enfer. Quel enfer, hein. Non, il y a pas mal de nouveautés quand même cette année. Ça, c'est dans la colonne des moins, donc, ok. Quoi d'autre? Non, vraiment, il y a une vraie montée en gamme. Et puis, ils ont mis tous les petits trucs un petit peu qui nous manquaient, tu sais, de pouvoir personnaliser un peu plus ton intérieur avec une petite bande de LED, les sièges qui deviennent enfin ventilés, on en rêvait depuis un petit moment. Et puis, les finitions. Moi, j'ai vraiment un bon feeling dans cette voiture. Tu vois, ça faisait des années, on se disait, bon, Tesla, ça devient... ils ont des prix premium, mais on est encore un petit peu au niveau du généraliste. Là, je trouve qu'ils ont quand même vraiment monté d'un cran et ça fait vraiment plaisir. J'ai été étonné quand même de voir que cette voiture qu'on voit ici, à Savigny-les-Beaunes, les Américains ne peuvent pas la voir. Non, c'est vrai que c'est une voiture qu'ils ont sortie par l'usine de Shanghai. Donc, ouais. Shanghai livre l'Europe, mais ne livre pas les États-Unis. Et je sais pas, c'est bouleversant. Je me souviens du problème inverse l'année dernière, où évidemment tout le monde espérait avoir la Tesla S, la Tesla Model S plate, donc le très haut de gamme qui va très vite et ses 1000 chevaux, etc. Et où là aussi, c'était joué dans l'autre sens, à quelques jours, voire quelques semaines, parce que c'était un modèle américain et qu'on n'avait pas encore chez nous. Et on a la même chose avec le Y, avec la nouvelle batterie. Enfin voilà, je pense que l'exclu n'est pas aux États-Unis, sauf pour le Cybertruck, on l'aura peut-être pas du tout. Ouais. On l'aura, mais vraiment. Attendez, mais moi je l'ai réservé. Moi aussi, je l'ai réservé. C'est vrai. On l'a tous réservé. Mais moi aussi, je l'ai réservé. Oui. Alors précision, réserver le Cybertruck, ça coûte 100 €. Donc c'est pas un engagement terrible et c'est évidemment remboursable si on annule la commande, mais c'est vrai qu'on ne sait toujours pas s'il va arriver à traverser l'Atlantique. Non, c'est vrai. Ce serait dommage. Moi, ce que je veux, c'est le Cybercar. C'est l'adaptation en voiture du Cybertruck, c'est-à-dire avec je l'ai dit plusieurs fois à ce micro, avec une tôle en inox, un truc où il n'y a plus de peinture. La peinture, ça m'énerve. La peinture ne sert qu'à une chose, c'est à être rayée, à vous renvoyer chez le carrossier. On fait quand même des voitures où on met le plus fragile à l'extérieur.
Et c'est un peu frustrant, surtout pour une voiture qui en plus a quand même des vraies qualités sur le fait de réduire la maintenance et le reste. Eh bien Sturny, l'année prochaine, on sait déjà où se déroulera l'événement ? Alors, il n'y a pas de surprise. Logiquement, l'événement sera de nouveau chez Michelin, circuit de la Doue. Voilà, donc on a été invité l'année dernière par les responsables de Michelin. Et c'était remarquable. Et donc, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on allait dans un endroit où personne ne peut aller d'ordinaire. C'est un circuit d'essai avec Tibi. Enfin, c'était un rêve. C'était un rêve et on a pu le faire. Et je pense que on va y aller l'année prochaine encore plus grand, encore plus beau. Parce que on est déjà en train de... On n'avait pas fini, on n'a même pas commencé le TOD 2023. On était déjà sur les préparatifs du TOD. Vous êtes comme l'iPhone, le 15 sort, le 16 est déjà prêt à être produit. Voilà. Très à propos, ça. C'est très, n'est-ce pas ? Ça dépend s'il chauffe plus que celui d'avant. Bon, merci en tout cas. C'est toujours un plaisir. Bonne podcast. Ben évidemment. Merci Fabien. Didier, on se parlait des avantages donc, de cette version rafraîchie de la Tesla Model 3. Il reste quand même des choses dans la colonne inconvénients ? Il reste beaucoup de manques, tu vois. Moi, j'aurais aimé des choses qui arrivent, des feux Matrix LED, un afficheur tête haute. Tu sais, oui. Mais pourquoi tous ces gens attendent un afficheur tête haute alors qu'on n'en a jamais vu chez Tesla ? Même sur les modèles qui coûtent 2-3 fois ce prix. Moi, je pense qu'ils auraient pu faire quelque chose d'un peu peut-être innovant, tu vois, au niveau... Pas forcément te mettre un deuxième écran. Voilà. Mais pourquoi pas, écoute... Mais j'aurais bien aimé aussi un volant capacitif, puisque tu sais que quand tu mets l'autopilote sur autoroute très longtemps, il faut tout le temps donner ce petit coup de volant. Oui, tout à fait, juste pour prouver que tu es encore vivant, actif et attentif à la route. Exactement. Mais ça, c'est un peu la loi, c'est pas une question de technique. Non, mais tu vois, toutes les marques allemandes, tu as juste maintenant à poser la main et ils détectent ta main et tu n'as plus besoin de donner ce petit coup de volant qui est quand même un peu casse-pied chez Tesla. Oui, ou parfois on donne le coup de volant un peu trop fort et du coup ça désactive. Ça désactive l'autopilot, c'est tout à fait détestable. Ou alors il faut avoir recours à des trucs totalement déconseillés pour que le volant croie. Tu mets une petite bouteille d'eau ? Ah non, j'ai jamais tenté la petite bouteille d'eau. J'ai vu plein de choses. J'ai vu des gens genre caler la balle de tennis. Tu sais que Tesla détecte ça maintenant ? Alors oui, je le sais. Mais ils ne sont pas dit peut-être qu'on devrait faire un truc pour plus que les gens aient besoin de faire ça. Oui, mais je pense qu'il y a une question de réglementation derrière. C'est-à-dire qu'il faut que justement ils puissent prouver que à tout moment ils sont capables de demander au conducteur de prouver qu'il est bien là et pas juste en train de dormir sur l'autoroute. Alors est-ce que toi tu te fais punir comme moi sur la Tesla ? Moi, c'est-à-dire je me fais punir souvent parce que je suis pas très sage des fois. Tu vois, j'attends le dernier bip bip et après j'ai plus le droit à l'autopilote. Je suis obligé de m'arrêter. Oui, ça c'est quand la Tesla devient une sorte de Pierre Fouettard. Exactement. Et dit tu es puni. Tu n'as pas répondu à mes sollicitations. Donc maintenant, jusqu'à ce que tu t'arrêtes ou que tu redémarres la voiture, tu n'auras plus le droit à l'autopilot. C'est très embêtant quand on est sur autoroute. On dit non. Mais on se sent un peu infantilisé quand même. C'est ça. Et on essaie de négocier genre mais non, j'ai à peine. Enfin, alors que je te jure. C'est ça. Parle à la machine. Alors pour en revenir à l'actualité, moi j'ai vu passer une annonce qui intéressante d'ailleurs. Bientôt une loi pour mieux informer les acheteurs. J'ai lu ça sur le site de BFM TV pour tout vous dire. Il faut se dire que les chiffres de vente des voitures électriques sont quand même remarquables. C'est-à-dire qu'on a passé, l'Europe a passé les 20%, la France aussi. Il faut se souvenir qu'il y a 3 ans, 4 ans, on était à 2%. C'est ça. Donc c'est remarquable. Mais alors se posent tout à coup des questions de communication pour le client, quoi. C'est-à-dire l'affichage de l'autonomie versus autonomie réelle, etc. Tout à coup, c'est-à-dire qu'on s'inquiète. Vu qu'on sort de juste une espèce de tribu de early adopters, comme on dit, qui vont sauter sur une voiture électrique parce qu'ils en ont absolument envie et que ça peut devenir la voiture de monsieur tout le monde, c'est quoi ? On se soucie du consommateur ? Moi, je pense que, tu vois, on revit un peu l'histoire de l'automobile. Comme il y a 100 ans, en fait, on découvrait un peu. Justement, tu vois, on est sur le camion Michelin. C'est presque eux qui ont inventé la signalisation, tous ces trucs, pour que les gens, effectivement, arrivent à prendre leur voiture et puis à y se balader un petit peu avec leur bagnole. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans l'électrique, je pense qu'il y a beaucoup de stress, mais y compris de politiques qui se disent mais comment est-ce qu'on va arriver à imposer ça alors que les gens sont très frileux sur l'autonomie, sur la façon de s'en servir, sur tous ces systèmes de recharge. Et moi, je ne suis pas sûr qu'il faille mettre des lois. Tiens, on est dans un pays, on veut absolument mettre des lois partout. On veut obliger. On a un peu le réflexe réglementaire. Voilà. On a le doigt sur la gâchette là-dessus. Un problème, une loi. Alors qu'il suffirait peut-être d'un petit peu d'éducation. Tu vois, en ce moment, on est par exemple en train de refaire le permis, le code. Tu as vu, il y a un nouveau code. Il y a quand même très peu de choses sur les voitures électriques. J'étais surpris. On nous dit qu'on va rouler tout électrique là en 2030, tout le monde. On ne pourra plus acheter de thermique. Et le permis, il est encore sur boîte manuelle, en gros sur du thermique. Oui, alors on peut passer son permis sur boîte automatique. Moi, j'engage tout le monde à le faire parce que si c'est votre première voiture
il y a très peu de raisons pour que vous ayez plus jamais dans votre vie à conduire une voiture à boîte manuelle. Enfin, ça n'a plus beaucoup de sens. C'était déjà une espèce de survivance du passé, on comprenait pas trop pourquoi. Et alors maintenant, forcément, vu qu'il n'y a plus de boîte de vitesse sur les électriques et sur nombre d'hybrides. Enfin bref, l'utilité de. Mais c'est vrai que laisser dans le code des questions sur des trucs vraiment très purement thermiques. Mais en même temps, est-ce qu'il faut faire un permis séparé pour les électriques ? Non, clairement pas. Non, on va pas rentrer là-dedans. Parmi les choses que la loi pourrait imposer, l'obligation légale pour les constructeurs et les vendeurs d'informer les acheteurs sur le temps de recharge à 100% de la batterie. Alors, on retombe toujours dans les mêmes problèmes, c'est-à-dire que quand on vous pose la question, moi on m'a posé la question hier sur l'autoroute, quelqu'un m'a vu en train de recharger ma voiture et m'a dit, c'était un couple, ils avaient une 60aine d'années, c'était charmant, et il m'a dit mais ça prend combien de temps à recharger ? Et la meilleure réponse que j'ai pu lui donner, c'est ça dépend. Mais exactement. Bah oui. Et est-ce que la solution, elle ne viendrait pas finalement des constructeurs eux-mêmes ? On te livre une voiture, on te fait le tour de la voiture. Moi, j'ai toujours eu ça. Est-ce qu'on ne devrait pas avoir une petite formation sur l'électrique ? Il n'y a pas des choses très compliquées. Dire aux gens de ne pas charger au-delà de 80%, leur dire quel badge il faut avoir, leur fournir un badge, par exemple. Ce serait pas mal, tu vois. Pour le début, oui, ce serait pas mal. Mais c'est plutôt des choses que tu as envie d'avoir en amont de la signature de ton contrat, quoi. C'est pas juste au moment de la livraison, on va dire alors maintenant on va vous expliquer comment ça marche, ce qui n'est pas forcément très charitable, mais évidemment souvent quand on me demande combien de temps il faut pour recharger, je fais comme tout le monde, je donne le temps de recharge entre 10 ou 20 et 80%, parce qu'évidemment avant 10% si ça charge vite quand même, mais après 80% c'est comme si vous remplissez une baignoire. À un moment, quand ce sera vraiment, vraiment plein, vous allez devoir réduire le débit de l'eau pour éviter que ça déborde. Les batteries ne débordent pas, mais c'est une image. Ce qui est dur, c'est que tu as quand même une grosse hétérogénéité des voitures aujourd'hui. T'en as qui chargent très très vite, t'en as qui chargent longtemps, t'en as qui ont une grosse autonomie, d'autres pas, d'autres qui ont une super autonomie, mais faut pas aller trop vite. Et c'est vrai que t'as pas vraiment d'endroit où tu sais tout ça. C'est-à-dire que t'as pas de plateforme. Tu vois, l'État pourrait mettre en place une espèce de plateforme avec une petite formation rapide que tu pourrais faire comme ça, avec les topologies de voitures, quels besoins tu as, sans avoir des choses trop compliquées. Tu vois, je discutais il y a pas longtemps avec mon ami de WeLike, tu vois, qui propose effectivement un petit site sur de l'occasion purement électrique, et il s'est dit mais en fait les gens sont très peu informés. Il s'est fait une formation, lui, tu vois, il a dit tiens, voilà, il la vend forcément, mais tu fais ta petite formation, tu passes 2 heures et tu es prêt pour l'électrique, tu as tous tes préjugés sur l'électrique. En général, tu arrives à trouver des réponses. Et je trouve que c'est un petit peu ça aussi qu'on devrait imposer. C'est une petite formation, finalement, avant de passer à la voiture. Donc, en fait, on grogne un peu en disant « Ah, la France, un problème, une réglementation ». Mais il ne faut pas oublier, avant, tu allais en concession et on te disait combien consommait la voiture sur des cycles standards à 50, à 90, à 130, etc. Finalement, arriver à... C'est-à-dire qu'il y a toujours une déception parce que les constructeurs se sont mis d'accord sur une norme qui s'appelle WLTP, qui n'est d'ailleurs pas la norme la plus généreuse au monde. Il y a plus généreux. Les Chinois sont largement plus généreux. Ils t'envoient des voitures en disant celle-là, elle fait 600 km, alors que dans la vraie vie, elle en fait 300. Mais bon, c'est juste une question de comment on compte. Et le problème, c'est que WLTP n'exprime pas forcément non plus une valeur que tu vas retrouver dans le monde réel à tous les coups. Donc, mais un petit peu comme avant, hein, les consos qu'on te donnait, c'était jamais celle que tu obtenais. Oui, c'est ça. On disait 8 litres, on faisait 9,5. Tu disais, mais je comprends pas. Ça doit être moi. C'est moi le problème. C'est sûr. Mais bon, c'est vrai que c'était rare sur une thermique de faire 200 km sur autoroute. T'étais moins stressé par ça à l'achat, on va dire. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que il y a quand même un enjeu sur la recharge et le reste qui fait que bon. Enfin donc voilà, bientôt à l'Assemblée, j'imagine. Qui porte ce projet ? Oh, ça a l'air d'être assez transpartisan. C'est une loi qui pourrait être examinée en fin d'année ou courant 2024. Alors justement, parmi les inquiétudes, est-ce que j'oserais utiliser le mot angoisse qui frappe les acheteurs, surtout les nouveaux acheteurs de voitures électriques. Il y a l'autonomie, il y a la durée de vie de la batterie, tous ces trucs qu'on a quand même passé beaucoup de temps à battre en brèche. Et puis, il y a la question de la réparabilité. Moi, je lis beaucoup de choses en ligne disant « Ah ben voilà, une voiture électrique accidentée, même pas très grave. De toute façon, elle part à la benne et la batterie part au recyclage parce qu'on ne sait pas gérer, etc. » Avec nous, pour en parler, bonjour Alexis Marcadet. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Revolt. Très excellent nom. Le branding, c'est important et vous avez trouvé un truc qui marche. Revolt, c'est un spécialiste de la réparation de batteries. Pourquoi est-ce que le marché vous laisse cette place-là ? Parce que les constructeurs ne réparent pas leurs propres batteries ? Alors, on n'est pas que des réparateurs de batteries.
beaucoup de gens pensent qu'il n'y a que la batterie qui casse dans une voiture électrique, mais Non. une voiture électrique, C'est une voiture. c'est une voiture, c'est ça. Les 3 organes principaux, c'est batterie, chargeur, moteur. Et on répare tout, y compris la mécanique classique. Pourquoi on a pris cette place ? Parce qu'on voulait décarboner l'automobile. Au début, on s'est dit qu'on allait faire des voitures qui duraient très longtemps, et on a découvert, comme beaucoup de monde, qu'il y avait malheureusement, comme tu viens de le dire, des voitures qui se retrouvaient à la casse un peu trop vite. Donc on a décidé de prendre la place de réparateur spécialiste électrique qui était vacante. Et on a eu la chance de tout de suite avoir beaucoup de bouche à oreille et d'avoir pas mal de pionnières, donc des voitures électriques de 2012, 13, 14, 15, voire avant. J'ai parlé à une Saxo électrique de 98 la semaine dernière. Waouh. L'histoire. Ah ouais, OG. Et donc on a commencé à découvrir tout ce que représentait la réparation de voitures électriques, c'est-à-dire les outils dont on avait besoin, software, hardware, la formation. Et voilà, et aujourd'hui on a cette place un peu de pionnier de la réparation. Pour comprendre le problème, il est réel ce problème de réparation, c'est-à-dire le fait que des voitures finissent à la casse juste pour un problème de batterie un peu endommagé ou... En fait, pour comprendre le problème, faut déjà jamais quelqu'un entendra Revolt critiquer les constructeurs, parce que intégrer un changement aussi massif que l'électrification de la flotte, c'est ingérable. On peut pas avoir exactement le bon nombre de personnes formées au bon endroit de la France à un instant T. Donc moi, je suis très heureux d'être dans une entreprise qui part d'une feuille blanche. Si j'étais à la tête d'une entreprise de milliers de personnes et que je devais prendre le virage, c'est l'enfer. C'est extrêmement complexe. Donc on critique pas ce qui se passe, mais très simplement, ils ont formé une petite partie de leur équipe. Mais en fait, on a beau former sur quelques véhicules, quand ils n'arrivent pas à l'atelier, déjà l'information part. Et surtout, il n'y a aucun intérêt à mettre en place des gros process de réparation si la flotte totale électrique hors garantie représente que quelques dizaines de milliers de voitures. Aujourd'hui, on doit être à 100 000 peut-être, 150 000. En France ? En France. Ah, on est un peu plus que ça, non ? Hors garantie, je parle. Hors garantie, oui, bien sûr. Nous, on touche vraiment... La voiture moyenne qui arrive à l'atelier, elle date de 2016. Donc nous, on est un peu en avance de phase. C'est comme si on avait 3 ou 4 ans d'avance. Il faut expliquer que l'essentiel des constructeurs, là on parle de Tesla, mais il y en a d'autres, garantissent batterie et moteur d'ordinaire 6-8 ans, etc. Alors moteur, c'est une spécificité Tesla. En général, la garantie, c'est 2-3 ans, parfois 4. Et après, la batterie, 5 à 8 ans, ou sinon 100 jusqu'à 200 000 km. Le but est de rassurer le client sur le fait que la batterie, elle va avoir une durée de vie... Exactement. On ne peut pas basculer à l'électrique si on a peur que la batterie, qui est l'organe le plus valorisé, puisse tomber en rade au bout de quelques années. Quand on répare une batterie, c'est pour quelles raisons et qu'est-ce qu'on répare ? Alors, quand les batteries arrivent chez nous pour réparation, il y a 2 cas de figure. Perte d'autonomie, subite ou douce. Donc vieillesse, c'est-à-dire une batterie qui a 6, 8, 10, 12 et plus. On essaie de faire gaffe avec le terme de vieillesse, parce que notre slogan, c'est que les voitures électriques doivent durer 100 ans. Donc si on dit qu'à 10 ans on est vieux, à 40 ans on sera mourant, quoi. Mais disons qu'on sait qu'elles perdent souvent, allez, alors là, je vous la fais. Quelques pourcents par an. Quelques pourcents par an, 5% la première année, puis après ça se lisse à 1 ou 2% par an. Et puis que voilà, ça peut être embêtant une fois qu'on est tombé à 80% de capacité, mais ça prend un temps infini, sauf pour les très très gros rouleurs. Ou pour certaines technos de batterie, ou dans des cas un peu rares. On a eu des voitures qui avaient quelques années et la batterie était rincée. Il faut savoir que les technologies des batteries de 2012, 13, 14, 15, pour les... plus rien à voir. Plus rien à voir, et surtout c'était des protos, on va pas se mentir. Donc il y avait quand même des grosses surprises. Et la deuxième raison pour laquelle elles viennent, juste parce que j'avais commencé la première, c'est parce que la charge ne prend plus. On pense souvent que c'est le chargeur interne, mais très souvent la batterie peut refuser la charge pour plein de raisons. Et la charge, c'est très complexe, ça peut parfois même passer par le moteur. Donc il y a des circuits de charge en fonction des constructeurs qui sont très différents, en fonction des modèles. Donc parfois, on doit réparer des batteries, mais pour un problème de charge. Et puis une batterie, c'est un ensemble de cellules ? Oui, j'ai pas répondu à la deuxième question. Une batterie, c'est un ensemble de cellules. Il y a de l'électronique, il y a du câble. Pour schématiser de manière très brutale, c'est une grosse boîte de conserve dans laquelle on va avoir des petites cartes électroniques comme ce qu'on avait dans la tour d'ordinateur quand on était jeune. Et des cellules qui sont en feuillet ou en prismatique avec du lithium dedans. Et ce qui casse, c'est, à notre connaissance aujourd'hui, sur ce qu'on découvre au quotidien, plus l'électronique que les cellules en elles-mêmes. D'accord. On répare plus souvent les BMS, donc la carte qui mesure la tension des cellules, ou la connectique, que les cellules en elles-mêmes. On va dire le BMS, c'est un peu le cerveau de la batterie, quoi. C'est ça, Battery Management System. Voilà. C'est exactement ça. Ça coûte cher de réparer une batterie ? Ça dépend énormément du constructeur, du modèle et du type de panne. Évidemment. Et il y a des batteries qui mettent
on va dire quelques dizaines de minutes à ouvrir et d'autres qui mettent une dizaine d'heures, donc c'est pas la même chose. Et c'est du travail sous tension, donc c'est le dernier niveau d'habilitation avec les personnels le plus formés. Donc chez Revolt, on est à 120 € hors taxe. Ça peut monter bien au-dessus ailleurs. De l'heure, je précise. Oui, bien sûr. Pas de la réparation. Et donc si on a des dizaines d'heures rien que pour l'ouvrir et qu'ensuite il faut rajouter des choses, nous on a tendance à dire, pour donner un ordre d'idée, que ça équivaut à une chirurgie. Donc quand on va chez le chirurgien et qu'il ouvre le bide, il y a déjà tellement de risques de maladies nosocomiales qu'on va faire le maximum. Donc si on doit vérifier, on va vérifier tout ce qu'il y a dedans. Donc nous on fait pas mal de préventifs. Donc quand on ouvre une batterie, on va on va retirer tous les modules, tous les BMS, essayer de faire le max de préventif pour pas qu'elle ait besoin d'être réouverte avant le plus longtemps possible. On voit plein de gens qui s'intéressent au rétrofit, à la transformation de voitures thermiques en voitures électriques. Pour cela, vous êtes capable de créer une batterie ou de réadapter la batterie d'un autre appareil ? Alors on parle avec quasiment tous les acteurs du rétrofit, Bah oui. On les aime bien, parce que l'ADN est en commun. On pense qu'on va pouvoir pas mal les aider, d'ailleurs c'est un peu pour ça qu'on leur parle, parce qu'ils ont beaucoup de boulot en R&D, en homologation, en administratif, et c'est pas forcément leur intérêt d'aller développer un réseau derrière d'installateurs. Donc c'est assez logique qu'une boîte comme Revolt puisse aider sur l'installation. Sur la partie R&D, toutes les entreprises actuelles qui ont eu l'homologation rétrofit, enfin qui ont respecté le décret, qui ont le droit de produire des voitures rétrofitées ou des deux roues, ont leur propre R&D. D'accord. Je voyais une chose dans l'actualité qui va vous intéresser, c'est que on attend depuis assez longtemps de voir la courbe des prix se croiser entre le thermique et l'électrique, c'est-à-dire de voir deux modèles parfaitement équivalents avec un thermique plus cher que son équivalent électrique. On le prédit depuis longtemps. On dit que finalement, les voitures électriques sont des voitures un peu plus simples quand on met de côté un peu la batterie. Et puis surtout, il y a moins de composants, il y a moins, etc. Et on va arriver à un moment où les économies d'échelle des fabricants de voitures électriques vont faire que les prix vont réellement baisser. Alors, il paraît que c'est pour aller dans très peu de temps, mais ce qui drive tout ça, sans mauvais jeu de mots, c'est le prix de la batterie. Je voyais une courbe il n'y a pas longtemps, quand les voitures sur lesquelles vous intervenez, c'est-à-dire des voitures, je sais pas, de 2013 par exemple, on était à un moment où le kilowattheure coûtait $600. Ouais. Voilà. Et maintenant, une centaine, c'est ça ? On est sous la barre des $100. Et on avait décrété depuis longtemps que la barre des $100, justement, était le switch-over, était le moment où les voitures vont devenir moins chères en électrique. C'est pas mauvais pour votre business, tout ça ? Alors nous on est des garagistes qui mettent en valeur le vélo, donc on est complètement suicidaire dans l'âme. Vous êtes déjà des curiosités. Exactement, il y a du vélo chez nous, on en parle régulièrement et on pousse tout le monde à réduire la part de la voiture. On veut que la voiture électrique dure 100 ans, c'est pas juste une catch-lane, c'est que si on veut une catch-phrase, c'est que si on veut tous rouler en Tesla Model S, elles ont plutôt intérêt à durer 100 ans. Bien sûr. Sinon la planète sera invivable, parce qu'il y a des batteries de 80 kWh, c'est beaucoup trop. Donc on propose des voitures à l'achat qu'on a révoltées, donc on a retapé et qui est reconditionné, qui sont à 5, 6, 7, 8 000 € avant les aides. Wow. Donc nous on met beaucoup en valeur le fait que l'électrique ça peut être la deuxième voiture du foyer, la voiture du quotidien, une sorte de très gros vélo cargo quoi. J'exagère mais pour faire la distance du quotidien. Et l'immense majorité des trajets en France c'est 20, 25, 30 bornes. Je crois que c'est 27 km le trajet moyen d'un Français en voiture par jour. Donc en fait, il faut arrêter de dire que les 400 bornes et 500 bornes, c'est le déclic. Oh, la grande majorité des gens qui te disent « je ne veux pas basculer électrique » ont déjà 2 voitures dans le foyer et ils veulent faire 500 bornes d'un coup avec. Tu te dis « bah attends, mais déjà commence par remplacer la deuxième ». Pour les 2 fois où ils le font dans l'année. Et donc nous, on pense que oui, les batteries vont baisser, forcées ou voulues ou contraintes, mais surtout que on va rentrer dans une industrie du service sur la durée. On pense vraiment que les voitures électriques peuvent durer 20, 30, 40 ans. Elles ont une simplicité de fabrication. On croit beaucoup à l'upgrade, le rétrofit de batterie, on va dire, donc la capacité de mettre une batterie de 2030 dans une voiture de 2020 pour qu'elle dure plus longtemps. Et on aimerait que ça soit débloqué administrativement. Et donc on pense que le métier de Revolt, il y aura peut-être moins de voitures, elles seront plus petites, mais ça sera de les faire durer très longtemps, donc d'intervenir plusieurs fois dessus. Et je pense que ça sera le métier de tous les constructeurs, de tous les concessionnaires. Et justement, par rapport à toutes les voitures que tu vois défiler, est-ce qu'il y a des... là, on est sur un événement Tesla. On dit souvent que les Tesla, elles sont presque increvables. On voit des Model S qui dépassent le million de kilomètres. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'elles sont plus fiables ? Est-ce que les batteries Tesla sont plus fiables ? Est-ce que le BMS Tesla est plus fiable ? Je sais pas. Quand on achète une voiture aujourd'hui, tu vois, tu mets beaucoup d'argent, je sais pas, dans une Taycan, dans un EQE. Tu te dis, est-ce que je vais avoir la même fiabilité sur les batteries que Tesla ? Parce que forcément, ça coûte très cher à faire remplacer quand...
Alors, comme on n'aime pas trop critiquer en direct, on a créé l'observatoire des coûts. Ça permet à chacun de donner les coûts de sa voiture qu'il a eue et pour avoir la voix du peuple et pas la voix d'Alexis, que j'ai pas envie de me faire rouler dessus par une Tesla en fêtant cet événement. Il y a beaucoup de SUV assez puissants. Donc, si une plaide me roule dessus, je serais quand même un peu triste. Non, mais trêve de plaisanterie. Dans l'observatoire des coûts, ce qu'on constate, c'est que la 3 a l'air d'être beaucoup plus fiable que la S, ce qui est assez logique. On en voit très peu, alors que c'est 4 ans la garantie, donc il y en a quand même un certain nombre qui ont dépassé cette période. Donc j'ai coutume de dire que moins une voiture est présente dans l'atelier Revolt, plus c'est bon signe. Et donc il y a des voitures qu'on voit très peu, mais ça peut aussi vouloir dire que le réseau est très bien formé, et que le réseau fait pas mal de reconditionnés. Donc il y a des voitures qu'on déconseille, mais je ne le prends pas la parole pour le dire, parce qu'on a constaté des problèmes, et c'est souvent des françaises, des étrangères. Les deux, mon général. Non, mais c'est surtout des histoires de. En fait, quand on creuse, c'est souvent des histoires de. J'ai presque envie de dire des trahisons industrielles, des grosses tensions avec le fabricant de cellules à un moment donné, ou une boîte qui a fait faillite, qui a été rachetée, et il y a un gros SUV que vous connaissez tous, je ne dirai pas le nom, et qui a un fabricant de sa batterie hybride qui a dit qu'elle n'était pas réparable. Et dans ces cas-là, le constructeur n'a pas le droit de la réparer lui-même, quoi. Donc il y a des cas de figure où quand on creuse, c'est rarement tout blanc et en fait, ou plutôt tout noir. Par contre, ça fait quand même qu'il y a des voitures où il faut faire gaffe. Si vous aviez un peu la main sur la façon dont les constructeurs travaillent, est-ce qu'il y a des choses que vous leur feriez changer? C'est-à-dire, est-ce que pour vous, par exemple, l'idée de faire des packs de batteries structurels, comme on dit, j'explique ce que c'est qu'un pack de batteries structurel, plutôt que de faire un logement dans le plancher de la voiture pour y mettre des packs de batteries, d'un coup, le pack de batterie fait partie de la structure du véhicule. Alors évidemment, ça rigidifie, ça permet d'alléger, ça, etc. Est-ce que pour autant, c'est une bonne idée au moment d'essayer de la réparer à voir? Est-ce qu'il y a des choses que vous changeriez ou sur lesquelles vous voudriez influer? Alors on est 7 cofondateurs, il y a 4 à temps plein et 2 techniciens. Là vous avez un non-technicien au micro, donc si je dis une bêtise, je vais me faire taper dessus à la sortie de cette scène. Mais je pense qu'on a en effet pas mal de choses à dire, parce qu'on va découvrir, on découvre au quotidien en fait des blocages, pas forcément de l'obsolescence programmée, mais en tout cas des mises en place de processus industriels qui s'avèrent être très problématiques dans la durée. Et on a cette logique d'être aussi un peu un lobby citoyen. On a créé une asso qui s'appelle le Club des Révoltés. On parle d'obsolescence programmée. Et je pense que les constructeurs, naturellement, vont aller vers plus de durabilité, plus de reconditionnés. Ouais. Mais qu'ils auront aussi besoin de se poser sur les pionniers du secteur. Et on sera ravis de potentiellement aider. Sur le sujet de l'upgrade dont j'ai parlé tout à l'heure, nous, on a déjà fait un appel aux constructeurs. Et je le redis avec plaisir aujourd'hui. S'il y en a qui veulent creuser le sujet avec nous, on est ravis. Parce qu'on est beaucoup trop petits et beaucoup trop fragile pour être capable de mettre en place quelque chose d'aussi impactant. Mais la réalité, c'est que si les électriques qui sortent aujourd'hui, si j'ai vu un ID Buzz là, sur un salon la semaine dernière, donc un van Volkswagen emblématique, ça serait quand même un peu dommage que ces vannes, dans 10 ans, leur autonomie fasse qu'ils arrêtent tous de rouler, alors que par définition, un van Volkswagen, dans les cerveaux qu'on a tous les trois là autour de la table, on les imagine durer 50 ou 60 ans. Bien sûr. Et donc il faut que... on en croise qui ont 50 ans aujourd'hui. Moi j'ai une coccinelle qui a 50 ans et on a fait un événement qui s'appelle la Nuit de la Révolte. Il y avait Vous l'avez rétrofitée On l'a pas rétrofitée, elle est thermique. Et il y avait 3 véhicules de 50, 50 et 80 ans. Et celui qui avait 80 ans, c'était une Citroën Rosalie. Wow. Et il y avait écrit sur le pare-brise cette voiture à 80 ans. Et quand j'ai pris la parole au début de l'événement, j'ai dit ça ne choque personne que ces 3 voitures soient réparables et qu'on ait les pièces 80 ans plus tard. Ouais. Pourquoi ça nous paraît normal que les voitures qui sont sur le parking, on ne puisse pas les réparer? C'est une bonne question. Vous parliez de vélo tout à l'heure. Vous réparez les batteries de vélo électriques? On s'arrête à l'étape moto. Quel dommage. Dans ce podcast, il m'arrive jamais de parler de moi. C'est un mensonge éhonté, bien évidemment. Moi, j'ai un vrai souci. Je vais vous le raconter parce que je suis pas le seul. Il y a un formidable constructeur de vélos électriques qui s'appelle Van Moof, néerlandais. Hollandais, oui, je connais. Voilà. Très belle histoire. Voilà. Et qui était quasiment leader du marché, c'est un bien gros mot, le leader du marché c'est Decathlon, mais en termes de marque pure player, Van Moof était vraiment, ils en ont vendu beaucoup, des centaines de milliers. Moi j'ai acheté un Van Moof, ça faisait partie des bonnes résolutions du confinement, et j'en ai récupéré un autre depuis. Et là, je vois cet été, Van Moof a des gros soucis financiers, etc. Van Moof est en procédure de sauvegarde, Van Moof est en faillite.
Bon. Van Moof a été repris, il faut faire la dernière histoire. Ah oui, alors attendez, je vais y venir. La toute dernière étape. Je vais y venir. Et là, je vois dans des forums des utilisateurs qui disent attendez, c'est important parce que si les serveurs tombent, tout à coup, c'est-à-dire qu'on a des véhicules qui sont connectés, qui sont super modernes. Et là, on se dit mais attends, mais si l'appli ne fonctionne plus, je peux même pas déverrouiller mon vélo. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et si on va au bout, le concurrent que je connais très bien, parce que j'ai été dans une start-up cofondée par l'un d'entre eux, Cowboy, Cowboy a créé une application open source pour permettre à tout le monde de débloquer son Van Moof. Exactement. Et c'est justement ce que je voulais faire. Je disais, oh là là, attendez, procédure de sauvegarde dans mon garage. Je vais aller sauvegarder les clés, les trucs, je vais vraiment faire attention. Et là, je branche le vélo que je n'avais pas utilisé depuis un mois et demi. Et là, erreur de batterie. Aïe. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je réessaye, je branche, je reset, rien. Et là, c'est le désert médical. Et là, c'est le désert médical. Mais je me dis, écoute, j'ai 2 vélos, donc ça va aller. Et je branche le second. Et je vous jure que c'est vrai. Erreur de batterie. Et je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, il y en a au moins un des 2 qui était couvert par une garantie étendue. La page n'existe plus sur le site. Depuis, de fait, Van Moof a été repris. Mais pour tout vous dire, il y a un site d'enchères en ligne que j'aime beaucoup, qui est un site pour professionnels, néerlandais justement. Et là, je regarde sur le site, je vois ils étaient en train de vendre aux enchères tout. Les bureaux, les ateliers, tout. Tout doit disparaître. Ce qui n'est pas forcément quelque chose de très rassurant. Par contre, voilà. tu soulèves quand même un problème, tu vois, qu'on a avec les téléphones, avec tout plein de trucs. Maintenant, en fait, tu achètes des produits qui sont connectés à l'usine un peu, et qui derrière ont plus d'évolutivité si le fabricant meurt. Vous, comment chez Revolt justement vous gérez ça? Parce que par exemple une Tesla aujourd'hui, elle a besoin de connectivité. Si demain elle perd la connexion à Tesla, je sais pas trop ce qui se passe vraiment. Est-ce que t'as pas peur qu'il se passe un peu ce que fait Apple avec ses composants? C'est-à-dire de verrouiller complètement le marché, de ne pas autoriser la réparation sauf sur des très grosses conditions. Est-ce que tu as déjà le problème d'ailleurs? On pourrait imaginer aujourd'hui que ce soit le cas. Alors il y a 18 sujets là que vous venez d'aborder. J'espère qu'on a 1h30 devant nous. Parce que je suis plein de mémoire. En plus, je suis extrêmement chaud sur tous ces sujets, donc vous êtes mal. Non, mais c'est-à-dire qu'on dit, ouais, regardez les thermiques, ça, mais au moins on est sur presque n'importe quel garage. Il a un Fairphone, hein, t'as vu? C'est pour ça que je l'ai pris à la main. Je cache mon iPhone de dernière génération. Je vais commencer par dire que Van Moof est un pionnier incroyable de l'électrique et que je suis, à titre personnel, en tant qu'Européen, extrêmement fier qu'il y ait eu un tel acteur aussi important dans l'électrique. Je pense que sans eux, il n'y aurait pas eu Cowboy, il n'y aurait pas eu Moustache, il n'y aurait pas eu tout le reste. Tout à fait. Et ils ont pavé la voie. Et moi, j'étais dans une start-up de mobilité avant de cofonder Revolt. Et quand les investisseurs, en un an, passent de il faut tout cramer en acquisition et récupérer beaucoup de clients à il faut être rentable en 6 mois, c'est très compliqué d'en vouloir à qui que ce soit. Oui, non, j'en veux à personne. Là, j'en veux un peu à tout le monde, si, en fait. Par contre, des vélos qui ne fonctionnent plus. Le désert médical, c'est horrible. C'est comme si tu avais un problème de foie et soudainement, les pathos, le mec qui gère le foie disparaît et part à 100 bornes de chez toi, c'est l'enfer. Et là, en plus, il n'y en a plus. Il y a plus non, mais surtout, c'est ça. Moi, mon épouse a une voiture thermique qui date de Mathusalem, qui a, je crois, 17 ans. Et pourtant, j'ai aucune angoisse sur la capacité à trouver des pièces. À dire si demain tu as un problème, bon, alors après de la carrosserie, ça c'est plus compliqué, mais des pièces mécaniques, c'est une Peugeot, j'aimerais bien qu'elle fasse un rétrofit, mais en attendant, je sais que voilà. Et là, tout à coup, je m'aperçois que non, mais attendez, si eux ils disparaissent, c'est mort. Et je parle même pas de faire évoluer le vélo ou de faire des grosses réparations. Non, c'est juste le démarrer. Je comprends. Voilà. Donc, du coup, la raison pour laquelle j'ai pris mon Fairphone à la main, c'est parce que j'ai subi pendant 5 ans un Fairphone 2 qui marchait pas par engagement. Je me suis fait charrier par 100% de mes proches et tous mes anciens collaborateurs qui, s'ils écoutent ça, vont beaucoup ricaner que j'en parle. Mais maintenant, j'ai un Fairphone 3. On va dire que c'est un geste militant. C'était un geste militant, le 2 et le 1, parce que c'était des téléphones qui ne fonctionnaient pas. Non, c'est ça. C'était Là, j'ai un 3+. Maintenant, ils viennent d'annoncer le 5. C'est la première fois que des journalistes disaient que le téléphone était bien. Juste une précision pour les gens qui ne connaissent pas. Fairphone est un téléphone modulable. Modulable, très réparable. Exactement. Mais réparable, il est livré avec un tournevis. Avec un cruciforme, avec écrit Made to Open. Voilà. Et donc là, celui que j'ai à la main, si je pète l'écran, pour 15 €, je reçois un écran, je le remplace. En 2 minutes, j'ai un nouvel écran. Et ils ont même proposé l'upgrade à un moment. Donc sur le Fairphone 2, on pouvait acheter un nouvel appareil photo, donc mettre un appareil photo avec plus de pixels pour éviter de changer de téléphone. La raison pour laquelle j'en parle, c'est parce que cette marque va vers, je pense, ce que fera l'automobile dans 20 ans, mais aussi parce que mon téléphone, je le loue. Je le loue dans une coopérative qui s'appelle Common. Et plus je le garde longtemps, moins ça me coûte cher. Donc la première année, ça va me coûter 20 € par mois, je crois. Deuxième année, je suis passé à 16. Et au bout de 5 ans, si j'ai un usage normal et que je ne l'ai pas pété 18 fois, et ça va baisser. Et ce qui est là où ça devient hyper intéressant, c'est que du coup, Common, eux-mêmes, ont tellement d'intérêt à les faire durer qu'ils développent eux-mêmes des outils software et hardware pour les prolonger. Donc ils ont développé un OpenOS, par exemple. Waouh.
Donc Fairphone valide le fait qu'il y ait des gestionnaires de flotte qui puissent modifier la voiture, le téléphone. Et donc si on fait le parallèle, je pense que dans quelques années, nos métiers se rapprocheront de ceux des constructeurs parce qu'on devra tous faire durer plus longtemps les voitures. Et donc il y aura plus d'ouverture en open source et aussi dans l'industrie, parce que c'est avec les Fab Labs et il y avait beaucoup de manières de faire des pièces. Bien sûr. Et on peut réindustrialiser. Donc je pense que ces métiers vont tous se regrouper. C'est passionnant. Vous êtes où, Revolt ? On est à Carquefou et on est au nord de Paris. Mais on intervient partout parce qu'on a des techniciens mobiles qui se déplacent. Ok. Vous êtes combien ? On est une vingtaine. C'est peu. C'est pas beaucoup. Dans un an, vous serez combien ? On verra. On verra. Non, dans un an, on aura, je l'espère, commencé à former une belle équipe de garages parce qu'on a beaucoup de garages qui viennent se former chez nous, qui sont très contents de ce qu'on leur apporte et on aimerait commencer à déployer un réseau Revolt avec eux pour pouvoir surtout aider plus de particuliers à faire durer leur voiture électrique. Bien, merci beaucoup Alexis Marcadet. Je rappelle, vous êtes cofondateur de Revolt. Bon vent à vous. Merci beaucoup. Didier, on le disait, le cœur du problème, c'est quand même encore le prix de ces voitures neuves. Alors, elles restent à des prix qui sont, j'ai envie de dire, très comparables à des gammes équivalentes maintenant dans le thermique, à peu de choses près, surtout avec les aides, bien évidemment. Mais on n'est pas encore à même d'acheter une voiture à 10 000 euros, 15 000 euros, comme on peut le faire pour des petites thermiques. Et je voyais, on le savait lors de la dernière présidentielle, Emmanuel Macron avait dit il faut qu'on travaille à une voiture abordable à 100 euros par mois, tout compris. On n'y est pas encore. Et alors, j'ai découvert juste là, il y a 2 jours, une nouvelle étude commandée par Aramis Auto, exécutée par Opinionway. Ils ont sondé 1000 automobilistes avec des revenus moyens d'environ, revenus pour le foyer d'environ 2500 euros par mois, qui ont donc un budget assez contraint pour leur véhicule. Et alors, ils leur ont demandé justement, est-ce que vous, une voiture électrique à 100 euros, ça vous parle ? Eh bien, en fait, non. C'est assez curieux, on pourrait imaginer que ça fonctionne, mais j'ai plus le chiffre exact. Près de la moitié des ménages modestes... Alors oui, la moitié se disent prêts à acheter des modèles de constructeurs chinois qui sont vus comme plus abordables. On va y revenir aux Chinois parce qu'il est en train de se passer des trucs absolument extraordinaires. Mais... alors, oui, c'est ça. Seul un ménage sur 10 se dit prêt à acheter une voiture électrique aujourd'hui. Ce qui est intéressant, parce que c'est moins que ce qui se vend déjà. Mais attention, on ne parle pas là uniquement de voitures neuves. On parle de voitures au sens large et de voitures neuves et d'occasion. Ça veut dire que le prix n'est pas en fait la seule barrière imaginaire qu'on avait jusque-là. Oui, mais je pense que c'est un débat très complexe. Effectivement, quand tu as des faibles revenus, tu achètes quand même plutôt des voitures d'occasion. C'est vrai que l'électrique d'occasion, l'offre commence à se faire. Il commence à y avoir des choses plutôt pas mal. En parallèle, tu as aussi le marché du thermique qui a énormément augmenté. Ouais. Est-ce que tu saurais me dire combien coûte une 208 un petit peu optionnée aujourd'hui ? Dis-moi un prix. Moi, dans mes souvenirs, ça valait 14 000 balles. Ah ouais, non, c'est fini ça. C'est terminé. J'ai envie de dire, ça doit être quoi, 26 ? Ouais, t'approches les 30 000 euros. Et en fait, 30 000 euros, tu t'aperçois que c'est finalement le prix d'une MG4. Mais monsieur, c'était 200 000 francs à l'époque. Une voiture à 200 000 francs, c'était quand même une sacrée bagnole, quoi. Une 208, c'est 200 000 francs. En fait, le neuf a quand même vachement augmenté. Oui. Et du coup, finalement, l'électrique, quelque part, rattrape le thermique par ce biais-là. Et tu t'aperçois qu'aujourd'hui, effectivement, on va parler des voitures chinoises, mais de manière générale, on arrive quand même à des prix, on va dire, qui deviennent corrects pour du neuf. Mais la question, c'est plus, qui achète du neuf aujourd'hui, qui renouvelle le marché finalement, et combien de temps il faut pour que ça se retrouve sur l'occasion ? Il est là le problème, parce qu'en fait, on voit bien les ventes de diesel, par exemple, se sont pour ainsi dire effondrées. L'essentiel de ce qu'ils vont aujourd'hui, c'est plutôt de l'hybride. D'ailleurs, les ventes d'hybride ont dépassé le diesel il y a presque 1 an déjà. Et les ventes d'électrique explosent. Mais attention, le problème, c'est que ces voitures, on rappelle que 3 à 4 achats de voitures sur 5 en France, c'est de l'occasion. Ça veut dire que toutes ces voitures vont devoir venir alimenter un marché de l'occasion, donc en second achat, dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, etc. Donc on va peut-être avoir une espèce de trou d'air sur le marché avec des voitures qui sont trop chères quand elles sont neuves et puis pas assez d'offres sur l'occasion. Je le regardais d'ailleurs sur le site d'Aramis Auto, il y avait de mémoire, 1900 voitures à essence, 400 voitures diesel à vendre et 90 voitures électriques. Donc c'est clair qu'on est
un moment où le marché de l'occasion, il est un peu sclérosé, quoi. Ouais, exactement. Mais je pense que ça va bouger. Regarde, rien que chez Tesla qui commence à faire un peu de volume, même chez nous, même en occasion. Et là, les prix, tu commences à trouver des Tesla maintenant dans les 20 000 et quelques. Voilà, qui sont tout à fait corrects, qui ont de l'autonomie, qui ont de la bonne charge rapide, qui deviennent des voitures électriques que tu peux vraiment acheter pour ton foyer. Parce qu'aujourd'hui, dire aux gens oui, mais achète une Zoé de 2012, ça fait pas rêver, tu vois. Même pour aller au boulot, c'est tout juste des fois. Surtout quand il faut encore payer 100 € par mois pour la batterie. Exactement. Donc on n'y est pas. Si on reste dans la fourchette haute du marché, on attend, et toi plus que d'autres, parce que tu es le patron de Mac Forever, l'arrivée de l'Apple Car. Il va falloir apparemment attendre encore et encore et encore. C'est quand même marrant cette histoire, parce que Apple, ça fait un petit moment qu'ils ont l'air de bosser sur une voiture. Et il y a même des voitures officielles qui tournent aux États-Unis, estampillées Apple, ils payent pour pouvoir faire de la conduite autonome aux États-Unis. Donc c'est officiel, tu vois, ils développent du software. Ils auraient, on va dire, peut-être 1 millier, peut-être un petit peu plus de personnes qui travaillent là-dessus depuis un petit moment. Il n'y a pas longtemps, ils ont quand même investi dans une boîte qui apparemment aurait une petite usine, un petit circuit, enfin de quoi faire des essais. Non mais ça fait combien de temps qu'on en parle? Ça fait 5 ans. Exactement. Et en fait, le plus étonnant là-dedans, c'est qu'ils auraient les moyens de se payer un constructeur, tu vois, un Rivian, un Lucid, un constructeur qui commence à avoir un petit savoir-faire, qui commence à avoir un petit peu d'usine et qui pourrait être un bon point de départ pour Apple. Et il n'y a rien qui vient. Et c'est quand même sans usine. Tu le sais mieux que tout le monde, on ne fait pas de voiture. C'est la première objection en fait qu'on avait quand on a entendu parler du projet au début, en disant mais Apple a un mode de fonctionnement qui fait qu'en fait il sous-traite l'essentiel de sa production, tout, l'iPhone, même sur les trucs vraiment cruciaux, un peu moins, il y a certains Mac qui sont produits, etc. Mais c'est très difficile de se détacher complètement de la production quand tu fais de l'automobile. C'est la sous-traitance, pourquoi pas, ça peut marcher. Alors Foxconn commence à faire un peu des voitures, mais ils s'aperçoivent que c'est pas si évident que ça aussi. Voilà, et puis c'est un autre métier. Enfin, il faut des concessions, de la maintenance. On le sait maintenant avec Tesla, c'est compliqué quand tu es dans une phase de croissance, etc. C'est dur d'assurer tout ça. Donc, et on se dit non, le problème c'est que le degré d'exigence d'Apple fait que eux pourraient jamais vouloir se laisser prendre à défaut. Mais comment il s'appelle? C'est quoi son prénom à QOCG? Non, c'est flûte. Un analyste fort connu. Ming-Chi Kuo, voilà lui. Alors Ming-Chi Kuo, c'est l'homme qui murmure à l'oreille de toutes les chaînes d'approvisionnement d'Apple et qui vous dit le prochain iPhone c'est pour le 14 septembre et ce genre de choses et vous donne les couleurs, les specs et le reste et les volumes. Et Ming-Chi Kuo dit non, désolé, le projet d'Apple Car a perdu toute visibilité, fermez les guillemets. Alors lui après il regarde beaucoup les chaînes de production, beaucoup en Asie, et je pense que l'automobile chez Apple se passe pas encore en Asie, elle est encore aux États-Unis, elle est encore dans le R&D, donc c'est normal que lui ait pas forcément de visibilité là-dessus. Ça veut pas dire qu'il bosse pas sur le sujet. Moi je pense qu'Apple est très focalisé sur le software, tu vois, ils préparent leur nouveau CarPlay aussi, qui est un petit peu, tu sais, comme au début ils avaient commencé à bosser avec Motorola, tout ça avant de faire l'iPhone, ils avaient développé du soft, et puis ils s'est dit quand même faire du soft pour des tiers c'est pas terrible, c'est un peu le CarPlay d'aujourd'hui, donc peut-être qu'ils préparent un petit peu la suite, mais c'est vrai que si tu veux avoir une voiture, on va dire dans moins de 5 ans, ça paraît aujourd'hui quasiment impossible. Ouais, et il va se passer plein de choses quand même dans les 5 ans à venir. Donc je garde le souvenir cuisant de la télé d'Apple, dont on sait qu'elle a existé. Elle a un peu existé. Elle a un peu existé, elle a failli sortir et finalement ils ne l'ont pas sortie. J'aimerais qu'on me dise qu'un jour on saura exactement pourquoi. Peut-être qu'en fait, justement, du fait des délais, elle serait arrivée à un moment où il y avait une autre vague technologie entre-temps et que tout à coup, elle aurait été moins... Enfin, je sais pas, bref. Et puis peut-être qu'ils ont dit, bon, finalement... c'est compliqué, c'est plus facile de vendre des téléphones, du software, des Apple. Alors, mettez une Apple TV sur votre téléviseur actuel. Peut-être qu'ils pourraient faire du software complet pour des véhicules, tu vois, façon Android automotive. Ça paraît possible. La seule brique là-dessus qui manque, c'est que Apple n'a jamais aimé travailler avec d'autres sur des produits comme ça. Donc les collabs avec Apple, c'est pas Motorola, Razer, tu vois. Oui, c'est ça. Les exemples dans l'histoire sont pas des exemples très heureux et on va dire que c'est pas dans l'ADN de la marque. Donc c'est compliqué et on peut toujours espérer, mais ça fait longtemps même qu'on n'en a pas entendu parler. Ça fait 6 mois qu'il n'y a pas eu la moindre. Moi, je pense que dans un an, on peut avoir le même discours qu'aujourd'hui, tu vois. Écoute, je ferai un copier-coller de cette partie du podcast. Comme ça, on gagnera énormément de temps. La grosse annonce en termes de technologie et de batterie, de notre côté, c'est quand même les $2 milliards levés par Verkor, cette start-up qui va ouvrir sa Gigafactory de
de batteries en France. Et alors c'est à la fois massif parce que c'est la plus grosse levée de fonds de l'histoire de la French Tech, mais c'est aussi vachement intéressant parce que ça y est, c'est-à-dire qu'on est en train de créer un écosystème de la batterie chez nous, alors que ça fait des années qu'on se plaint en disant non mais regardez les Chinois ils sont vilains, mais les Chinois ils ont investi avant nous, donc évidemment ils en tirent les fruits aujourd'hui, mais le pire n'est jamais sûr, et pour que ça marche il suffit d'investir. La start-up, Verkor, ils ont 3 ans, t'imagines, une start-up de 3 ans qui lève 2 milliards d'euros. C'est des trucs qu'on voit que dans la Silicon Valley, ça, à l'ordinaire. Mais en même temps, le marché est énorme. Et gigantesque. On a un besoin à court terme qui est énorme aussi. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai potentiel. Après, c'est vrai que quel temps perdu quand même pour faire ces gigafactories quand même. Et puis, ce qu'il faut aussi se demander, c'est est-ce que les technos qu'on va développer là maintenant ne seront pas déjà outdated, tu vois, par rapport aux batteries au sodium, par rapport à tout ce qui arrive un petit peu rapidement côté chinois? Alors oui, mais il y a aussi quand même... on sait qu'on va produire des batteries à base de lithium, de fer, de phosphate, etc., un certain temps encore. Et que, surtout en parallèle, on voit que vont ouvrir en France, dans les mois, années à venir, des mines de lithium, des entreprises pour faire le raffinage du minerai. Enfin bref, un véritable écosystème de A à Z. T'imagines, dans quelques années, on va pouvoir dire, regardez, la batterie de cette voiture est française. Ce qui est un truc absolument inespéré il y a 5 ans. Totalement. Et puis on va pouvoir économiser quand même beaucoup, puisque les Chinois nous les vendent cher, leurs batteries actuellement. Ah ils font de la marge. Quand tu es sur le marché, tu n'as pas besoin de faire des efforts. Même si là aussi, on le disait tout à l'heure, les prix sont ont quand même largement baissé. Mais moi, j'ai relu, quand j'ai vu tomber la dépêche, j'ai relu le truc 3 fois en disant, attends, 2 milliards. Tu sais, j'ai des confrères qui parfois se trompent, ont des problèmes d'échelle en disant entre millions, milliards, tout ça. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que ça arrive à un moment où justement, on a ce qui ressemble aux prémices des débuts d'une guerre commerciale entre la Chine et l'Union européenne sur le sujet de la voiture électrique. Ursula von der Leyen a dit non mais attendez, pour nous il y a un problème, les Chinois sponsorisent leur industrie de la voiture électrique, alors pas forcément en leur faisant des chèques, mais en leur faisant des larges avantages fiscaux, etc. Et il est hors de question que ça devienne une arme commerciale pour venir conquérir l'Europe. Ce qui est amusant, c'est que ça touche en fait un peu tous les secteurs. Quand tu regardes des entreprises comme DJI, aujourd'hui, c'est vrai que c'est un petit peu la boîte noire derrière en termes de financement et d'accompagnement par rapport effectivement au gouvernement chinois. Donc moi je dirais que c'est de bonne guerre, c'est quelque part sans jeu de mots, tu vois. Il faut que chacun mette les armes de son côté. Et puis il n'y a pas de raison quelque part que nous, nos constructeurs, ils n'aient pas le droit de vendre en Chine sans être accoquinés à un autre constructeur. Tu vois, et on est quand même aussi dans un déséquilibre terrible aujourd'hui. Donc il faut rééquilibrer un petit peu les choses. D'autant que le marché européen est quand même assez important pour les Chinois aujourd'hui. Bien sûr. Et on voit le nombre de marques qui sont en train d'essayer de s'installer ici. Elles sont nombreuses. Donc voilà, Ursula von der Leyen est insatisfaite des avantages concédés par la Chine à ses constructeurs. Et la Chine a répondu en faisant part de son insatisfaction quant au comportement de l'Union européenne dans le cadre de cette enquête sur les voitures électriques. Donc je pense qu'on n'a pas fini d'en reparler, mais il faut dire que ça arrive à un moment où le nombre de nouvelles marques, parce que c'est intéressant, nous on a une industrie automobile en Europe où si on cite l'essentiel des marques importantes, les 2 doigts de la main suffisent, quoi. Et eux, pas du tout. Eux, ils sont... il y a 100 à 200 fabricants de voitures électriques, alors qui fabriquent les uns pour les autres, qui font des modèles rebadgés, il y a plein de choses, mais arrivent maintenant sur le marché des marques dont j'avais jamais entendu parler. NIO, on connaissait, BYD, on commence à connaître, ça y est, ils arrivent en France, mais Avatar, AVATR, je ne connaissais pas. Ils font une berline très jolie qui ressemble un peu au restyling de la Model 3. Bon, écoutez, on va pas commencer. Cherry, moi je connaissais une marque qui s'appelait Cherry, ils faisaient des claviers, ils étaient allemands, ça n'a rien à voir. Là, c'est une petite citadine qui promet d'être aux alentours de 15 000 €, c'est-à-dire une vraie rivale pour la Dacia Spring, qui est quand même notre entrée de gamme. Alors voilà, petite citadine, un peu carrée, un peu machin, mais on sait que le cœur de la guerre commerciale, se fera justement sur ces modèles d'entrée de gamme, parce que là, il y a tout un marché à prendre. Si je te dis que demain, tu as une voiture qui fait 200 km pour sûr et qui vaut moins de 15 000 €, elle va se vendre. Alors tu sais qu'en Chine, par exemple, Volkswagen a bien bradé ses ID3, ses ID4 à moins de 20 000 €, t'imagines. Et je pense qu'ils ne perdaient pas forcément beaucoup d'argent en faisant ça. Ce qui veut dire peut-être mais aussi... Elles valent 2 fois ce prix-là chez nous. Ah exactement, mais il faut leur poser la question. Mais en tout cas, c'est vrai que je pense qu'il y a un petit peu de marge aussi, y compris chez nos constructeurs européens, pour faire baisser les prix. Je pense qu'ils étaient aussi sur un marché, tu vois, un petit peu naissant, avec un public qui avait un petit peu d'argent.
Là, ils s'aperçoivent que pour aujourd'hui avoir vraiment augmenté les parts de marché, il va falloir séduire aussi l'entrée de gamme. Bah oui. Et le chinois est très très bon aujourd'hui là-dessus. On voit avec MG, MG qui vend quand même plus de MG4 que de Mégane. Alors oui, ça aussi, j'allais venir à des chiffres français. C'est incroyable quand on compare, ce qui est comparable, c'est quand on regarde, par exemple, je sais pas, tout le réseau commercial qu'il y a derrière, le nombre de concessions Renault qui sont capables de pousser des véhicules maison, c'est incroyable qu'un MG arrive à en vendre plus. Oui, puisque c'est ce qu'on disait déjà pour Tesla. Mais... C'est vrai. Mais après, ça va un petit peu aussi faire bouger le marché. On voit que les prix ont beaucoup baissé, beaucoup sont mis sous le bonus. T'as vu, hein, même chez Hyundai, chez toutes des marques qui proposaient des véhicules électriques assez chers. Donc les Chinois ont quand même le mérite aussi de faire bouger un petit peu les lignes. Et on commence à avoir des véhicules effectivement européens qui deviennent compétitifs. Après, moi, je crois aussi beaucoup, tu vois, au marché des, par exemple, la Citroën Ami. On n'en parle pas assez, mais c'est un vrai petit succès. Il y a la Yo-Yo, il y a plein de petits concurrents là qui émergent. Et je pense que c'est, tu vois, on parle de deuxième voiture tout à l'heure. Je pense que c'est un très très beau segment et sur lesquels les prix pourraient être hyper compétitifs. Ah oui. Là, on va tomber sous les 3-4 000 euros. Exactement. Mais c'est des prix de tricycle, en fait. C'est des prix de tricycle. Et du coup, tu te dis, tu vas pouvoir aller au boulot, tu vas pouvoir emmener ton gamin au lycée sans problème. Et ça, c'est surtout, s'il est au lycée, il va s'y emmener tout seul. Ah, totalement. Et tu vas conduire à 14 ans. Je sais pas si tu es allé à Monaco récemment. Non. Mais eux, ils avaient autorisé les Twizy à se garer gratuitement et la charge était gratuite. Et Monaco, c'est devenu la capitale du Twizy. Alors, je sais pas si je suis pas retourné cette année encore, mais c'est vrai que j'étais impressionné de voir ça. Donc, ils ont laissé leur SUV de luxe au garage pour se balader en Twizy parce que c'était pratique, parce que c'était gratuit. Et finalement, tu te dis, dans Paris, il pourrait y avoir des Twizy partout, en fait. Je sais plus où j'ai vu cette photo d'un internat privé assez chic. Alors, était-ce dans l'Ouest parisien ou était-ce en Bretagne ou en Normandie? Enfin, c'était un truc assez... Voilà. Et en fait, on voyait devant l'entrée, le lundi matin, s'aligner des dizaines et des dizaines de Citroën Ami. C'est-à-dire que les élèves avaient leur propre Citroën Ami pour venir au lycée tranquillement. Mais ça peut se comprendre quand on est au prix d'un bon scooter électrique. C'est pas moi, en tant que parent, je préfère mettre mon fils dans une Ami. Non, Oscar, il est encore trop tôt, tu n'as que 10 ans. Mais le jour où le choix ça s'imposera à moi, je préférerais 4 roues à 2, quoi. Et en plus, quand tu vois les capacités de batterie qu'il faut pour ces véhicules, c'est quelques kilowattheures, ça se recharge sur une prise électrique toute simple, c'est très léger. En fait, pour moi, l'électrique, ça doit être ça aussi, ça doit être des petits véhicules très pratiques. Et puis, tu vois, quand tu as des enfants, quand tu dois emmener quand même un petit peu de course, il te faut quand même un coffre. Enfin, on peut pas tout faire en vélo, tu vois, on parlait avec Revolt tout à l'heure. Le vélo, ça marche pas pour tout le monde. Et ben, ces petits véhicules, pour moi, c'est vraiment l'avenir. C'est vrai que c'est la clé. Il y a des constructeurs dont la stratégie face à l'électrique est toujours un petit peu... enfin voilà, Toyota, quoi. Ouh là là. Voilà, Toyota qui longtemps a dit Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Non, nous on va continuer à faire de l'hybride et puis d'ailleurs on va faire de l'hydrogène. Bon, très bien. On reviendra à l'hydrogène tout à l'heure. Et qui là nous a annoncé quand même que finalement, ils vont faire leur révolution électrique avec un véhicule, alors qui sort pas pour tout de suite. Je crois que c'est pour 2026, 2027 même, oui, moi j'avais lu. Mais qui promet 1500 km d'autonomie. Mais pourquoi pas 2 millions de kilomètres d'autonomie même, Cédric? Allons-y. Tant qu'à faire. Ce qui est amusant quand même, les Japonais, enfin toi, tu vois, on a presque le même âge, Cédric, mais le Japonais, c'était vraiment le leader de la tech. Ah, totalement. Donc, et dans tous les domaines, je trouve qu'ils se sont vachement assagis. En fait, on a l'impression qu'ils ont perdu le lead sur plein de sujets. Tu regardes même les systèmes embarqués de voitures japonaises, c'est antédiluvien. C'est parce que le software, c'est pas leur cam, en fait. Il y a beaucoup de choses qui sont plus trop leur cam, et je pense qu'ils ont eu un gros manque d'anticipation. Effectivement, ils étaient assez leaders pendant un bon moment. Et Toyota, c'est d'autant plus étonnant. Ils connaissaient quand même la batterie, ils connaissaient les moteurs électriques. Ils avaient toutes les cartes en main pour faire ça. Ils y ont absolument pas cru. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ils te sortent des voitures où ils ont déjà 5 ans de retard sur le marché actuel. Le BZ4X, je ne sais pas si tu l'as essayé. Il n'y a pas très longtemps. L'autonomie est quand même pas terrible. Le système embarqué est pas terrible. Il ne charge pas très vite. Il n'y a rien qui marche vraiment bien sur cette voiture. Et d'un côté, on te dit, ah ben non, mais on va se faire des trucs super, mais pas tout de suite. Tu vois. En attendant, qu'est-ce que tu achètes du coup? Clairement, tu n'achètes pas une Toyota. Enfin, ça devient compliqué. D'autant que ce qu'ils attendaient comme un nouveau souffle avec l'hydrogène ne viendra pas. Et non, c'est vrai que c'est curieux. Moi, je me souviens, par exemple, c'est ça, vers deuxième moitié des années 2000,
ils étaient comme des fous sur la pile à combustible, à tel point qu'ils voulaient en mettre partout. En 2005-2006, ils voulaient faire des PC portables qui fonctionnent à la pile à combustible. Bon, là-dessus, en 2006, il y a eu les tentatives d'attentats qu'on connaît, on n'a plus eu le droit d'emmener des liquides dans les avions, donc tout à coup, ça a On a eu le PC à alcool aussi, tu te rappelles, il fallait mettre des petites gouttes d'alcool. Oui, tout à fait. Et puis, on voyait, ils nous montraient déjà les prémices des débuts d'un avenir radieux basé sur la pile à combustible, et en fait, ce n'est jamais arrivé. Bon, ils ont affiné plein de technologies, etc. J'espère qu'ils vont réussir à les rentabiliser autrement, mais alors, sur les 1500 km d'autonomie, pourquoi est-ce qu'on s'en moque gentiment ? Parce que dans la vraie vie réelle, quand est-ce que vous avez besoin de mise dans une voiture personnelle, c'est très rarement, enfin c'est quasiment jamais. Oui, en fait, l'enjeu, il est vraiment sur l'entrée de gamme, proposer des autonomies suffisantes aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui, les véhicules 100% électriques de Toyota le font déjà pas. Et en plus, on te vend ça à un prix ultra premium. C'est-à-dire qu'un B7 4X, je crois que c'est quelque chose comme 60 000 €. Ah, quand même. C'est plus cher qu'un modèle Y, alors que ça a la moitié quasiment de l'autonomie, ça charge 2 fois plus lentement. Donc en fait, Toyota devrait commencer par refaire des petites citadines, tu vois, les Aygo, tous ces trucs-là. Ils devraient sortir en électrique. Pas forcément avec des très grosses autonomies, et puis petit à petit faire un petit peu grossir sur le reste de la gamme. Mais c'est vrai que en fait, le discours est très très étonnant de la part de Toyota, qui est quand même le plus gros constructeur mondial. Oui, donc c'est ça devrait être le leader du marché. Il devrait impulser un petit peu son souffle au reste de l'industrie. Alors, ce qu'ils disent, attends, dans 3 ans, ils auront une nouvelle génération de batteries lithium, très bien. Puis, il y aura une batterie à électrolyte solide, ok, très bien, qui sera rapidement suivie d'une nouvelle génération de batteries solides encore plus performantes. Là où les Chinois te disent la batterie au sodium, là, on est en train de la produire. Oui, c'est ça. Donc, ils sont déjà en retard même sur leur discours, finalement. Ah ouais, non, c'est incroyable. Et surtout, moi, je n'arrive pas à me détacher du problème des 1500 km. Ça n'a aucun intérêt. Enfin, c'est pas que ça n'a aucun intérêt, ça a des intérêts pour, je sais pas, si tu veux faire un go fast pour... voilà. Nous, quand on teste des voitures électriques, on a toujours quelqu'un qui nous dit « Mais moi, avec mon vieux diesel, je fais 1500 km sans m'arrêter, car l'homme ne pisse pas. » Non, jamais. Je fais Dunkerque 26 000. Alors que tous ceux qui ont des enfants savent qu'ils s'arrêtent plus que pour charger la voiture. Bien sûr. Mais les gens ne savent pas encore. On parlait tout à l'heure de la recharge. Quand on explique aux gens qu'une voiture avec une batterie moyenne, ça se recharge de 20 à 80% maintenant assez facilement en 20 minutes ou moins. Ce problème n'existe plus. Donc en fait, Toyota est en train de nous proposer une solution à un problème qui n'existe pas, sauf parfois dans l'esprit des gens qui disent « Ah non, moi, c'est justement parce que je veux faire exactement avec une électrique ce que je faisais avec un diesel avant. » Alors peut-être que les gens ont envie d'entendre ça. Et effectivement, c'est le discours qu'on a envie d'avoir, plutôt que de te proposer de la charge ultra rapide. Mais le problème, et il faut l'expliquer, c'est que cette batterie qui te permet de faire 1500 km, elle a un poids. C'est-à-dire qu'en fait, elle a un coût en consommation d'énergie dès le premier kilomètre. Parce que la voiture est plus lourde et donc tu vas dépenser plus d'énergie pour... C'est exactement la même chose dans les avions. C'est-à-dire, les avions aujourd'hui, on dit on peut faire des avions encore plus grands pour embarquer encore plus de kérosène. Le problème, c'est que plus on embarque de kérosène, plus l'avion est lourd et plus il consomme. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tu as un bel exemple, c'est le Premium, qui n'arrive pas finalement à dépasser des voitures comme Tesla en termes d'autonomie, alors que c'est des voitures qui peuvent être 3 à 4 fois plus chères que des Tesla. Parce qu'il suffit passe la barre des 150 000 €. Exactement, mais il suffit pas de mettre plus de batterie pour avoir une meilleure autonomie. Ça marche pas comme ça. Exactement. Surtout que c'est une batterie qui te coûte, je parle pas d'argent, mais qui te coûte en performance et en autonomie dès le début. Donc tout ça pour faire 2 fois dans l'année 800 km sans s'arrêter. Plus les coûts, plus les temps de recharge, enfin. Ouais, c'est ça. Enfin, on va guetter ça, mais bon, alors il va falloir quand même qu'on attende 3 générations successives de batteries chez Toyota. On a le temps d'y revenir. Parmi les choses qui sont pas forcément consubstantielles de l'électrique, mais consubstantielles de la numérisation de nos véhicules et de la connectique des véhicules, on avait vu l'année dernière BMW qui disait tiens, maintenant vous allez pouvoir vous abonner au siège chauffant. Et on disait quoi ça? Alors, tu sais qu'on rigole, mais il n'y a pas si longtemps, Tesla proposait de débloquer le siège chauffant. Oui, mais alors c'est pas pareil. Oui, mais c'était pas sur abonnement. En fait, on a mis les sièges chauffants partout, même dans le modèle d'entrée de gamme qui normalement n'en est pas doté. Donc c'est une fonction qu'on vous propose d'acheter comme une option que vous allez acheter a posteriori. Siège chauffant et volant chauffant. Mais c'était un achat. C'était 300 € si mes souvenirs sont bons. C'était un achat. Là, dans le cas de BMW, c'était un abonnement. BMW est très doué pour les abonnements. Rappelle-toi, c'était le premier qui avait fait l'abonnement à CarPlay. Tu devais payer un abonnement à CarPlay et tu pouvais pas le débloquer d'un coup non plus, parce qu'ils ont senti un petit peu la poule aux œufs d'or. Il y a quand même, moi je dirais, pourquoi pas faire payer certaines options après coup ou sur abonnement ou pour le déblocage. Tu vois, chez Tesla, tu peux booster un petit peu ton moteur. Ça permettait aussi
de rentrer dans le bonus, tu sais, écologique, d'avoir une voiture finalement un petit peu moins chère que tu viens acheter après coup. Ouais. Ça aurait pu être une idée. Je peux le comprendre, et puis sur le fait que ça simplifie la vie du constructeur aussi, parce qu'il fait moins de modèles différents sur ses lignes de production, etc. Mais ce qui n'est pas le cas chez BMW. Hein. Non, pas du tout. Et le coût de l'abonnement, c'était un peu, ça ressemblait un peu, enfin je sais pas, c'était un peu de l'extorsion quand même. Mais ils sont revenus en arrière. Ah ben voilà, c'est ça, c'est qu'ils ont abandonné l'idée de vous faire payer par abonnement vos sièges chauffants. Je pense quand même qu'ils se sont pris une volée de bois vert et qui sont aussi, comme beaucoup de ces constructeurs historiques, dans une position un peu désagréable en ce moment. Comme je le répète souvent, allez sur Facebook, trouvez une pub pour une BMW électrique sur Facebook et regardez les commentaires en dessous et vous allez voir des fans de la marque qui crieront « Jamais, jamais, plutôt crever jusqu'au dernier ». C'est en train d'évoluer doucement, mais je pense qu'il y a aussi un aspect purement générationnel. Oui, c'est vrai quand même, c'était des options qui avaient été annoncées il y a presque 3 ans maintenant. Non mais c'est complètement fou. J'ai plus le prix, mais c'était pas donné non plus. Hein. C'est pas donné. T'imagines quand tu commences à faire la liste de tes abonnements là avec iCloud, tous les trucs et tout. Ça commence à devenir cher à la fin. Beaucoup. Souvenez-vous, à la base, c'était des trucs qu'on vous avait promis pour faire baisser votre note d'abonnement au câble ou tout ça, etc. Maintenant, c'est avec mis bout à bout. Je suis pas sûr que ce soit une affaire. C'est une affaire en termes de contenu. On n'a jamais eu autant de trucs à regarder. Dans mon cas, j'ai aussi peu de temps pour les regarder. On parlait de BMW, on va rester en Allemagne. Le Lander, alors attendez, il faut que je retrouve mon papier. On se parlait il y a pas longtemps encore de l'hydrogène. Je crois que dans le dernier épisode ou l'avant-dernier, on citait la patronne de la R&D d'Air Liquide chez nous, donc des gens qui font et qui vendent de l'hydrogène, qui disaient non, pour la voiture personnelle, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, peut-être pour certains taxis, mais vraiment, voilà. Et on disait, l'hydrogène va rester dans un rôle beaucoup plus lisible, qui va être celui d'aller déloger le diesel partout où les batteries ne peuvent pas aller, c'est-à-dire le fluvial, l'aérien et le rail. Et on n'était pas de seul à y croire parce que j'essaie de voir donc la Basse-Saxe en Allemagne avait justement investi près de 93 millions d'euros dans de futurs trains à pile à combustible et à hydrogène qui ont commencé d'ailleurs à prendre à circuler en 2022. Et il y avait une autre enveloppe, je crois, d'une centaine de millions d'euros pour acheter des nouveaux trains. Eh bien, la région de Basse-Saxe vient de faire demi-tour en disant non, finalement, l'hydrogène, c'est pas très intéressant, c'est vraiment très cher au kilomètre, donc nos prochains trains seront à batterie. Et puis en plus, c'est quand même étonnant sur du train. Tu te dis quand même, l'électrique sur le train, on sait le faire depuis un petit moment, c'est fixe, tu vois, c'est facile de mettre un oui, petit mais là, caténaire. on parle d'endroits, de régions où c'est difficile de mettre des caténaires, enfin d'aller là où, oui. Il y a encore des diesels pour ces raisons-là, voilà. Comme tu le dis. Mais c'est vrai que quand on parle de... Bon, c'est un sujet, on pourrait faire un podcast entier sur l'hydrogène, mais toutes les contraintes de la pile à combustible, quand tu sais qu'elle a une durée de vie, qu'elle a un entretien, qu'elle prend de la place, en fait, c'est quelque chose d'extrêmement coûteux, sans parler du combustible lui-même, plus les stations qu'il faut mettre en place. Donc l'infrastructure en fait est énorme autour de l'hydrogène et c'est vrai que l'électrique finalement est relativement mature maintenant et tu t'aperçois que là ce qu'il disait c'est que finalement le pur électrique était plus intéressant à court terme. Donc le bénéfice de l'hydrogène qui était de te dire tiens tu peux charger rapidement en fait sur un train c'est le coût de l'infra, c'est le coût de la maintenance qui est important pour les collectivités. En fait, le cœur du problème sur le train c'est toujours le coût au kilomètre. Parce que c'est des choses qui sont censées rouler un temps presque infini. Enfin voilà, c'est des choses où ils sont habitués à refaire un investissement industriel sur des dizaines, des centaines, des millions de kilomètres. C'est pas un souci. Regarde le TGV en France. Mais en revanche, voilà, ils voyaient. Alors, je sais plus si j'avais les prix, mais il y avait une grosse différence juste au prix au kilomètre entre la solution batterie et la solution hydrogène aujourd'hui, avec en plus des questions, avec un prix de l'hydrogène qui varie largement selon la manière dont on le produit, c'est-à-dire hydrogène gris avec le reformage du méthane. Donc ton billet de train pourrait, en fonction du cours de l'hydrogène, changer de prix un petit peu tout au long de l'année. Ouais, alors même si après le prix de l'électricité lui aussi peut varier. Et je voulais qu'on finisse avec mon préféré. Voilà, le OG, le meilleur, le plus fort du plus fort, c'est Carlos Tavares, qui cet été a commis, je crois que commis est le bon mot, une interview dans le Figaro, où il nous en a remis une couche, comme il le fait depuis longtemps. Ça fait, moi, la première interview de Carlos Tavares, où il a fait oh, l'électrique, c'est compliqué. C'était 2016.
et il en a remis une super couche. Alors il explique que, en gros, l'Europe impose un changement brutal aux constructeurs. Je rappelle que moi, la première voiture électrique que j'ai conduite, c'était une Peugeot et c'était en 2009. Même la Saxo, hein, tu vois, oui, la Saxo dont on parlait, on n'était même pas encore dans les années 2000, donc on a eu le temps à se faire à l'idée. Sans parler des vieilles électriques, là, jamais contentes, et tous ces pionniers, là, d'il y a 100 ans. Et là, ça c'est... Mais là, on remonte trop loin. Là. Trop loin, en tout cas pour Carlos Tavares. Et alors, surtout, et c'est là où il est trop fort, en fait, il a une méthode, qui est un truc connu en lobbying, qui est le FUD, FUD, introduire Fear, Uncertainty and Doubt, la peur, l'incertain et le doute. Et il nous dit, l'industrie doit passer d'une technologie qui a été optimisée, affûtée pendant plus d'un siècle, à une technologie encore balbutiante. Le moteur électrique est une technologie balbutiante, mon chéri, tu es sûr ? C'est assez dingue. En plus, eux en font partout aussi, donc c'est pas du tout balbutiant. Incroyable. Et ils investissent dans des startups sur les batteries. Enfin, c'est-à-dire que, en fait, c'est comme un magicien sur scène. Faut pas regarder sa bouche, faut regarder ses mains. Exactement. Faut pas écouter ce qu'il vous dit, faut regarder ce qu'il fait. Et on comprend le problème pour un fabricant comme Stellantis, c'est-à-dire c'est le dilemme de l'innovateur. C'est dur d'être toujours le plus pertinent quand tu es un acteur établi et que tu peux pas mettre en danger tes produits, ta stratégie existante au nom de te raccrocher au wagon de l'innovation. Mais tout ça pour dire, il y avait une autre citation que j'aime beaucoup. Tu sens qu'en fait il veut gagner du temps aujourd'hui parce qu'effectivement il travaille énormément sur l'électrique. Là, d'ailleurs, tu vois les petites annonces qu'il y a eu récemment sur les nouveaux Tra 1008, tu sens que ça sort pas du chapeau comme ça. Ils ont des vraies plateformes qui sont bien développées, qui ont l'air quand même relativement matures, avec des temps de charge corrects, des capacités correctes, des autonomies correctes. Donc ils soufflent le chaud et le froid, mais il y a le message politique qui est important, c'est laissez-nous du temps parce que les Chinois, les Américains là, ils sont en train de nous bouffer le marché, donc nous on veut survivre. En 2016, je me souviens, ils disaient non mais tout ça c'est très bien, mais moi il faudrait quand même que ce soit la puissance publique qui paye les réseaux de recharge. Donc on sent que c'est pas fini. Ah oui, autre citation, la technologie n'est pas aboutie, rien n'est optimisé. Cela, c'est à la réalité face à laquelle nous devons être lucides. Les constructeurs chinois ont pris de l'avance, nous devons être prêts au combat face à eux. En fait, il a la sébille à la main en disant j'ai besoin d'aide. Et c'est vrai que si tu regardes un peu la global picture, je trouve que nos constructeurs européens ont manqué d'anticipation sur vraiment la voiture électrique dans son ensemble. C'est-à-dire que même le réseau de charge, tu vois, Tesla en 2012 avait dit mais regarde, avant de faire une voiture électrique, il faut faire un réseau. On a commencé à faire un peu Ionity, les Allemands se sont dit ah oui, mais quand même c'était une bonne idée, et Stellantis n'était pas derrière Ionity. D'ailleurs, aujourd'hui, tu t'achètes une 208 électrique, t'as pas de tarif préférentiel chez Ionity. Non. Donc ils ont vraiment raté beaucoup de trains, et c'est vrai qu'au bout d'un moment, ils accumulent aussi leur retard, donc ils ont besoin un petit peu de marge de manœuvre. Moi, je pense que effectivement, comme tu dis, je pense qu'il est assez convaincu de la transition, mais qu'il a besoin d'un soutien politique. C'est lui qui a dit que justement les voitures électriques allaient tomber en dessous du prix de leur équivalent thermique d'ici à 2026. Donc il sait dans quel sens le marché est en train d'aller. Mais il a aussi dit qu'il allait démonter plein de voitures électriques et que c'était encore très mal fait. Hein. Ah oui, c'est ça. Comme il le dit, la technologie n'est pas aboutie. Voilà, c'est ainsi que se termine cet épisode exceptionnel des Doigts dans la prise. On espère qu'il vous a plu. On espère surtout que vous êtes bien abonné à ce podcast. Je n'ose imaginer le contraire. Merci infiniment Didier Pulicani d'être venu jusqu'à Beaune et jusqu'à ce micro. Mais avec plaisir Cédric, et puis on se retrouve peut-être l'an prochain. Oui, peut-être même avant. Merci évidemment au Tesla Owners Club France pour l'invitation, pour leur accueil. Merci, et j'ai oublié de les citer, et c'est quand même vraiment pas sympa. Merci à Michelin qui nous a prêté un camion scène absolument remarquable. C'est celui qu'ils emportent sur les grands prix et qui nous a servi de studio d'enregistrement en plein air et en public, d'où les quelques bruits parasites que vous avez peut-être entendus, mais c'est quand même vachement agréable de travailler dans ces conditions, et en plus ils ont tout fait pour nous aider à nous installer. Enfin voilà, merci beaucoup à Michelin, qu'on retrouvera au prochain épisode, au prochain événement l'année prochaine, puisque ça se déroulera chez eux. Si vous voulez soutenir ce podcast, qui je vous rappelle est gratuit, donc vous en aurez toujours pour votre argent, il y a plusieurs façons simples de le faire. D'abord évidemment s'y abonner, je vous le disais. Si vous êtes déjà abonné, alors parlez-en autour de vous, et puis allez sur votre plateforme de podcast favorite pour nous laisser un commentaire. Évidemment l'audateur, rien en dessous de 5 étoiles, sinon ça n'a absolument aucun intérêt, mais voilà, c'est une manière de rendre le podcast plus visible encore, pour d'aider d'autres à le découvrir à leur tour. Merci à tous, merci aux gens présents là devant nous. Vous avez été des spectateurs attentifs. Les Doigts dans la prise est une production
production signée Streamstown. Merci à tous, on se retrouve au prochain épisode et d'ici là, on vous embrasse, bonne route et à la prochaine.